Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Nous allons parler cette semaine d'une première culturelle nationale à laquelle participent seulement une petite soixantaine de villes en France. Et dans notre département, il y a Épinal. Punchline de cette opération, les Mycéliades, autour de la science-fiction, proposer projection et animation commune autour d'une thématique aux dimensions infinies, l'espace. On parle donc de science-fiction avec nos invités. Arnaud Toussaint, bonjour. Bonjour. Le directeur des Cinépalaces d'Épinal, Anaïs Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur musique et images au réseau BMI de l'Agglo d'Épinal. On voit principalement à la BMI d'Épinal, Bibliothèque Multimédia Intercommunale, bien évidemment. Et Jérôme Nussbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de podcasts, deux podcasts que vous animez, qui sont podcast 24 FPS sur le cinéma et Galactifrax sur la science-fiction et la série Battlestar Galactica. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On vous connaît un petit peu, hein, évidemment. Vous avez été sur une émission de cinéma précédemment sur notre chaîne, émissions qui sont toujours en ligne sur les réseaux. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Voilà, pour évoquer cette première au niveau national et à laquelle participe donc Épinal, les Mycéliades. Arnaud Toussaint, ça veut dire quoi les Mycéliades ? Ouais, alors les Mycéliades, c'est un terme astronomique bien complexe, mais l'intérêt, c'est surtout d'avoir une dénomination un peu particulière pour identifier ce festival dont c'est la première édition, mais qui, on l'espère, aura d'autres éditions dans les années à venir. Et donc c'est une première coopération entre deux entités qui sont l'Agence pour le développement du cinéma en région, ce qu'on appelle l'ADRC, avec qui les Cinépalaces travaillent régulièrement, et puis avec une association qui s'appelle l'Image en bibliothèque, qui va plutôt, elle, travailler avec les médiathèques, les bibliothèques multimédia. Et il est grand temps, me semble-t-il, que je dise quand même quand est-ce que ça se passe. Parce qu'on l'a pas dit, ça se passe à partir de ce mercredi 1er février et jusqu'au 15 février. Donc pendant 15 jours à Épinal, la BMI, les Cinépalaces et d'autres partenaires, les Lutins Malins pour les jeux vidéo, Octopus pour la bande dessinée et même le Conservatoire Gauthier d'Épinal pour de la musique. Tout ce petit monde va vivre au rythme, avec de la science-fiction dans la tête pour vous proposer des choses. Alors, impossible de détailler tout le programme parce qu'il y a énormément de choses. On va évoquer quelques éléments, bien sûr, quelques rendez-vous. Mais voilà, pendant 15 jours, Anaïs Fèvre, l'ASF au cœur de l'actualité culturelle sur Épinal. D'ailleurs, j'imagine que ça va venir un petit peu de partout sur le département, voire des départements limitrophes. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une manifestation nationale et dans le Grand Est, on n'est que 4-5 villes à le faire. Et donc, on a décidé pour cette première édition de rester sur Épinal, même si on a un réseau, comme vous le savez. Et puis, on verra pour les prochaines fois. Donc, on a plein d'animations. Le but, c'était vraiment de faire festival, donc c'est-à-dire de proposer énormément de choses sur 10 jours. Donc, des animations créées par les bibliothécaires, mais aussi des partenaires, comme vous l'avez dit, et puis des invités un petit peu plus prestigieux et originaux. On va y venir à ces invités. Jérôme Nussbaum, heureux qu'il y ait un tel événement auquel participe la ville d'Épinal et notre département, je précise plus globalement. Bien sûr, extrêmement heureux parce que la science-fiction manque parfois un peu de présence médiatique, notamment en France. Et là, c'est une superbe opportunité pour la ville d'Épinal de profiter des infrastructures du cinéma et de la BMI pour proposer comme ça des animations, des événements, des concerts, des expos et des projections de films qui sont vraiment, vraiment majeurs dans l'histoire de la science-fiction. On a vu, notre régie évidemment va vous passer de temps en temps l'affiche des Mycéliades, mais tout est là dans ce petit flyer que vous pouvez retrouver avec tout le programme. Je répète, impossible de tout détailler, mais voilà, projection, animation à la BMI, invité vedette. On va peut-être évoquer tout de suite la guest star de cette édition, de cette première édition des Mycéliades sur notre département et donc à Épinal. C'est la venue d'un grand spécialiste, donc ce dimanche 5 février, c'est à 17h, un dimanche ciné, donc c'est au Cinépalace, la place de l'humain dans les univers de science-fiction. Une discussion animée par Anaïs Fèvre. Animée par Arnaud Toussaint et Renaud Gestionec, qui est donc le capitaine du Nexus 6. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une chaîne YouTube
où on est plongé dans un vaisseau spatial avec son équipe et ils nous font des chroniques de science-fiction, aussi bien livres, jeux vidéo et films évidemment. Donc c'est vraiment un spécialiste du genre et il parraine la première édition des Miss Eliade. Donc on est très content de l'avoir à la BMI et après au cinéma. Donc une référence au niveau national parmi ce monde critique, de critique de l'ASF, donc qui viendra à Épinal, je répète, dimanche 5 février à 17h. On peut acheter les places au préalable, évidemment, Arnaud? Oui, bien sûr, puisque alors si l'entrée est gratuite pour la conférence, ensuite il y a une projection de film qui est payante à un tarif réduit. À Et savoir, à savoir, une référence. alors 4,70 € déjà le tarif, et la référence c'est les Starship Troopers que le Renaud Gessionnec a déjà bien comment dire, expliqué dans une de ses vidéos YouTube. Et justement c'est vraiment très intéressant parce qu'il va avoir un point de vue très particulier sur la place de l'humain dans ce film et la place des insectoïdes. Et c'est un film qui avait été, quand il était sorti, avait été mal compris, mal interprété. Alors surtout de l'autre côté de l'Atlantique, on n'avait rien capté. Mais nous, heureusement européens, on avait compris le second degré. Et là, ça va être l'occasion de remettre une couche. Et puis, ça va être l'occasion aussi de faire découvrir ce film. Parce que l'intérêt de ces Miss Eliade, c'est au niveau cinéma, c'est de faire découvrir des œuvres qui sont un petit peu anciennes, mais qui, pour le jeune public, sont totalement inconnues. Et ça serait bien qu'il se replonge dans ces films, et notamment donc 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est une référence absolue. Et Qui est le premier, c'est pas le premier film de science-fiction, mais c'est le premier grand film de science-fiction, on va dire. Oui, et puis en plus, Jérôme va nous expliquer un petit peu le film, parce qu'il va introduire les projections. Et puis, c'est un film qui mérite pas mal de réflexion et d'interprétation. Et puis, Ad Astra, le dernier film qu'on va passer, qui est plus récent, mais un peu méconnu et qui mérite d'être redécouvert. Ad Astra avec Brad Pitt, on verra la bande-annonce tout à l'heure. Quelques mots sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, tout le monde connaît ce nom, évidemment. Tout le monde connaît cette référence de la science-fiction. Un des tout premiers films de Stanley Kubrick, bien évidemment. Une référence, je veux dire, singulière. Hein. Il y en a qui disent que c'est interminable, c'est super long, etc. Hein. Mais ça reste une référence, Jérôme. Bien sûr, bien sûr. On va avoir quelques images de la bande-annonce. C'est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la science-fiction. C'est le film qui a fait rentrer la science-fiction au cinéma dans un nouveau monde, dans un nouvel univers, plus sérieux, plus philosophique, là où auparavant le cinéma de science-fiction était effectivement du grand divertissement, on va dire, pas toujours très pris au sérieux. C'est le premier film en couleur de Stanley Kubrick qui a un travail de cadrage hallucinant, comme sur tous ses films, évidemment. Vous l'avez dit, c'est un film qui a aussi un peu perdu son public, hein, clairement. Il y a ceux pour qui c'est le somnifère ultime et d'autres qui y voient un film philosophique ultime également, avec des questionnements. C'était une volonté de Kubrick, hein, d'ailleurs, d'être très obscur sur son film, pour que chacun puisse y voir un petit peu ce qu'il avait envie d'y voir, ce qui a bien fonctionné sur la communauté hippie des années 60, à la sortie du film d'ailleurs. Voilà, c'est un film extrêmement vaste, que ce soit son histoire, son impact, son héritage. Il y a tellement de choses à dire et j'aurais effectivement le plaisir d'introduire ces séances et de raconter un petit peu l'histoire de ce film. Avec votre t-shirt, évidemment, en hommage à ce qu'on vient de voir à l'instant, le fameux HAL 9000, tout à fait. qui est l'ordinateur de bord. Ouais. Le vaisseau, comment s'appelle-t-il? Le Discovery. Merci beaucoup. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est proposé ce vendredi 3 février à 20h30 en version originale sous-titrée. Hein, tant qu'à faire, autant prendre l'original, bien sûr. Et le jeudi 9 février à 18h. Voilà, 2 projections, vendredi 3 et jeudi 9. Pour Starship Trooper, on a dit, donc c'est le dimanche 5 février. Et il y a une seconde projection le jeudi 9 février, donc jeudi d'après, à 20h45. Et Ad Astra, vous l'avez évoqué, de James Gray, donc avec Brad Pitt, samedi 4 et vendredi 10, évidemment tout ça en détail sur les sites et les réseaux et les pages Facebook de la BMI et des Cinépalaces, notamment. Anaïs Fèvre, on vient de parler d'un des monuments de la science-fiction. Vous êtes donc la responsable images et musique à la BMI. C'est quoi la science-fiction aujourd'hui? 2001, l'Odyssée de l'espace, ça date, on n'a pas dit l'année 1968. On a l'impression que, voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais on a l'impression qu'il y a énormément de films de science-fiction, Ad Astra par exemple, qui sont toujours sur le même leitmotiv, quoi. Un astronaute, le vaisseau, évidemment aller explorer les confins de l'espace, etc. C'est ça la science-fiction aujourd'hui?
Moi, je pense que la science-fiction, comme dans les livres, au cinéma, elle a pris toutes les voies possibles finalement. Et on a eu une grande mode par un moment des dystopies. Mhm. Avec, Dystopies qui sont... les dystopies, c'est quand on, on imagine un futur négatif. Voilà, ça se passe mal en général. Donc ça va être tous les labyrinthes, divergentes, etc. Et puis en SF de l'espace, ben, mine de rien, on a quand même Star Wars qui a fait de très très bons chiffres. Donc on a aussi ce côté divertissement qu'on a gardé et puis des choses un petit peu plus intéressantes peut-être, un petit peu plus aussi réalistes, je pense, avec aussi des Proxima, enfin des films... Quels sont les différents genres de la science-fiction? Alors, je crois que ça fait partie de la vaste famille du fantastique, hein. Mais bon, qui dit science-fiction, on pense tout de suite évidemment au futur et à l'espace, mais pas systématiquement. Quels sont les autres genres de science-fiction, Anaïs? Et ben, comme on l'a dit, il y a aussi donc les dystopies. Il y a, alors il va y avoir plein de genres un petit peu plus annexes qui mélangent des choses aussi. Et puis on a des personnages récurrents. On a toute la robotique, qui est vraiment une branche de la science-fiction. On a tout ce qui touche aux gènes, aux manipulations génétiques. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Les mutants. Parle-nous de tout ça, les différents genres. Oh, il y en a plein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la science-fiction, elle se mélange avec d'autres genres. On peut avoir des films de science-fiction qui sont des comédies, on peut en avoir d'autres qui sont plus sérieux, d'autres qui sont parodiques. Donc, il y a vraiment plein de genres différents qui sont issus aussi des genres littéraires de science-fiction. Et là, les Mycéliades, ça va être aussi l'occasion, au travers des différentes animations qui sont proposées, de faire un petit panel des différents genres, même si pour cette première édition, le thème, c'est besoin d'espace. Donc on va être plutôt encore sur les voyages, et notamment sur une des activités qu'on va proposer au Ciné-Palace, qui sont une soirée jeux de société, avec des jeux de société dans l'espace, En collaboration avec les lutins malins, on va les citer. Exactement, et des jeux accessibles. Et ben, par exemple, voilà, on va être un équipage de vaisseau spatial qui va devoir résoudre des missions sans parler. C'est pas facile de se mettre d'accord pour résoudre un problème moteur sans parler, ou livrer des batailles avec des vaisseaux spatiaux de différentes tailles. Enfin, il y a pas mal de choses. Là vraiment, la volonté, c'est quand même de rester sur cette édition, sur l'espace, les vaisseaux, de rester sur un cohérent, parce que la science-fiction, c'est tellement vaste, puis comme on l'a dit, on espère qu'il y aura d'autres éditions, et peut-être que la prochaine édition aura une thématique totalement différente, qui sera peut-être plus au cœur de, je sais pas moi, la nature, l'écologie dans le futur, ou des choses comme ça. D'accord, Jérôme Nussbaum, on l'a compris, enfin on l'a pas dit, mais voilà, l'idée c'est au niveau national de ramener les jeunes dans les salles de cinéma et puis continuer évidemment à en attirer toujours plus dans les bibliothèques. Alors pour aller voir des films, pour aller évidemment tourner des pages de BD, emprunter des livres de SF, etc. Ma question, aujourd'hui, la SF, elle a du mal à toucher les jeunes. On a Avatar, évidemment, c'est de la SF pure et dure, avec un peu de fantastique, voilà, monstres, etc. Enfin bref, quelle est la consommation de SF des jeunes aujourd'hui? Oh, je crois qu'elle est quand même pas mal présente. Il y a une grande offre, que ce soit de séries télé. On est en train de vivre un nouvel âge, peut-être pas d'or, mais en tout cas une belle époque pour la science-fiction. Ouais. C'est peut-être lié aux préoccupations actuelles sur notre monde, mais la science-fiction revient assez clairement au cinéma, dans les séries, dans la BD. Elle est très 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 présente. Dans les mangas, il y a beaucoup de mangas de science-fiction aussi. Pourquoi vous dites elle revient? Donc elle avait un petit peu disparu? Elle avait un Oui. petit peu... Elle Bah, était un peu mise de côté? En France, en tout cas, oui, il y a toujours eu un rapport un petit peu complexe à la science-fiction en France. On est le pays du grand cinéma, le pays de la grande littérature, et on a tendance à oublier que l'un des premiers films de science-fiction de toute l'histoire du cinéma, c'était le Voyage sur la vers, Lune. Voilà, le voyage vers la De Lune Georges Méliès. de Méliès, absolument. Qu'on a eu des auteurs comme Jules Verne, que La planète des singes est à la base un ouvrage français, des choses comme ça. En France, on a un rapport vraiment complexe à la science-fiction. Mais c'est en train de revenir. On voit que différentes sociétés de production produisent maintenant à nouveau des programmes de science-fiction en France. Donc il y a quelque chose qui revient. Et chez les jeunes, je pense que la science-fiction a toujours été relativement présente, même s'ils n'en ont pas toujours conscience d'ailleurs. J'ai parlé tout à l'heure de façon un peu provocante qu'on avait le sentiment parfois d'une répétition, voilà,
un humain qui va dans l'espace à bord d'un vaisseau, qui va loin, qui va plus ou moins loin, avec une histoire plus ou moins compliquée, familiale, amicale, sentimentale, que sais-je. Elle tourne pas un petit peu en rond, la science-fiction? Est-ce que la science-fiction du futur se limite, alors autre que les problématiques écologiques, machin, est-ce qu'elle se limite à une histoire de vaisseau et d'astronautes qui se baladent dans l'espace? Alors pas du tout. La science-fiction est généralement le reflet des préoccupations de l'époque à laquelle les œuvres sont créées. Ouais. Et par exemple, un grand film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, est d'une modernité très intéressante, puisque, par exemple, l'un des passages du film questionne sur la place de l'intelligence artificielle par rapport à l'homme. Et aujourd'hui... On est en 1968, c'est je me ça. permets de répéter. C'est ça qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce sont des débats qui font rage dans le milieu de l'écriture, de la rédaction ou de la création d'images. Donc, non, les thèmes peut-être sont plus ou moins les mêmes. Oui, le voyage dans l'espace est présent depuis les débuts de la science-fiction quasiment, mais la façon de le traiter, la façon d'y réfléchir change avec les époques et c'est ça qui la rend si passionnante. Anaïs Fèvre, la science-fiction, elle est en phase avec son époque. Alors la musique un peu moins, mais surtout évidemment dans les films, en ce qui vous concerne, les films qui sont empruntés dans les bibliothèques, les médiathèques du réseau BMI de l'Agglo d'Épinal, ça va, ça fonctionne. Vous voyez une montée en puissance des DVD empruntés de SF? Alors, Sachant qu'il y a la concurrence des plateformes, on va pas ça, on va garder ça en tête, on le sait tous évidemment. Mais justement, il peut y avoir une proposition autre de la part de structures publiques comme vous. Et bah justement, là où nous on est rassurés, c'est que la baisse des prêts de DVD est beaucoup moins importante que ce qu'on aurait pu craindre vis-à-vis des plateformes. Donc oui, on a toujours une valeur ajoutée à apporter, et notamment dans les discussions qu'on peut avoir avec les lecteurs et dans les manières dont on va mettre en avant des films. Donc par exemple, les Mycéliades, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des coups de cœur, évidemment. Donc au niveau de la science-fiction, alors nous on a un genre général qui s'appelle le surnaturel, dans lequel on met la science-fiction, mais aussi les films d'horreur, la fantasy, ce genre de choses. Et c'est toujours un rayon qui sort bien, oui, au niveau des jeunes, puisque dans notre secteur on accueille les jeunes à partir de 14 ans. Donc oui, ça sort encore bien, et notamment pour les films d'horreur et quelque part de la science-fiction aussi, les super-héros. Les super-héros, oui, super-héros, forcément, ça fait partie de la science-fiction. Et là, ça cartonne, les Marvel et compagnie. Jérôme Nussbaum. Bah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si on pose la question au grand public en France, beaucoup de gens diraient non, la science-fiction, moi pas trop, alors qu'ils vont voir les Marvel, alors qu'ils vont voir Avatar sans problème. Donc c'est pour ça on n'a pas toujours conscience d'à quel point la science-fiction est présente finalement dans beaucoup de médias et dans beaucoup d'œuvres qui ont beaucoup de succès. Anaïs Fèvre, on va voir quelques images de deux expos que vous accueillez dans le cadre de cette opération Les Mycéliades, parce qu'on a parlé de films, il y a aussi des BD, on va en parler très rapidement, mais l'idée c'est des expositions aussi, et en l'occurrence des auteurs, des illustrateurs, des peintres locaux. On va voir quelques images des œuvres d'Anthony Danzo que vous proposez donc à la galerie à l'étage à la BMI, un auteur vosgien, spinalien. Oui. Un peintre, pardon. Tout à fait. Quelques mots sur Anthony Danzo. Anthony, il est professeur des écoles à Épinal, mais il s'est vraiment pris de passion depuis une dizaine d'années pour l'aquarelle, et il fait des œuvres assez impressionnantes au niveau des détails notamment. Donc il utilise vraiment de l'aquarelle au pinceau, ce qui lui permet de faire des choses très détaillées et fourmillantes de plein de détails et de beaucoup de couleurs. Voilà, c'est très joli. Il n'y a pas une seule partie de ces tableaux qui sont de la même couleur, quoi, du fait de l'aquarelle évidemment. Voilà, prenez le temps de regarder bien en détail et puis de discuter avec lui, parce que c'est passionnant la façon dont il travaille. Voilà, Anthony Danzo qu'on voit à l'image, donc enseignant à l'école de la Loge Blanche à Épinal, je vais le citer. Et puis des photos, des astrophotos. Exactement. De Gaëtan Maxent, qu'on va avoir en photo également, et Jordan Marlière de Spinalien également.
Oui, alors ce sont deux Vosgiens qui travaillent à Épinal et en fait ce sont eux qui nous ont contactés quand ils ont vu Ouais. un peu ce qui se passait autour des Mycéliades et ça nous tenait à cœur forcément de mettre en avant leur travail puisque les talents locaux, c'est important aussi de les montrer. Donc ils font des astrophotos qui prennent énormément de temps à faire, c'est très technique en fait. C'est super technique. S'ils étaient là, ils pourraient en parler beaucoup mieux que moi, mais voilà, ça peut prendre des heures pour faire une photo et avec un résultat merveilleux et des couleurs aussi fantastiques. À l'image, Gaëtan Maxent, donc qui expose avec Jordan Marlière à la BMI également. Arnaud Toussaint, qu'est-ce que vous attendez de cette opération autour de la science-fiction on l'a compris sur le plan commercial, culturel, pur et dur, c'est de réattirer les jeunes, on va dire les 15-25 ans dans les cinés et dans les médiathèques. Vous en attendez autre chose? Oui, ben, en fait, les cinémas, d'une manière générale, suite à la crise et à la baisse de fréquentation, sont en train de réfléchir à se réinventer et à proposer d'autres choses que le simple fait de projeter des films et notamment d'organiser des événements, des rencontres, des animations sur des sujets qui tiennent à cœur les spectateurs ou les exploitants tout simplement. Et là, on attend de ces mycéliades qu'on puisse justement nouer un lien encore plus fort avec nos usagers. Alors, par exemple, au travers des C'est du présentations... ciné-débat, évidemment. Oui, Mais ouais, ou de bien la au-delà. présentation de films, parce que franchement, on le fait déjà depuis quelques mois sur des films de patrimoine, et c'est extrêmement apprécié du public d'avoir une sorte de bonus, comme on avait sur les bonus DVD, mais directement en salle avec un intervenant qui va présenter les films. C'est aussi le lieu de montrer que le cinéma peut accueillir des expositions, parce que on va voir aussi quelques photos, quelques astrophotos dans notre hall. Et puis Du jeu vidéo. alors du jeu vidéo, alors c'est plutôt à la BMI le jeu vidéo, D'accord. parce qu'ils Mais sont bien équipés, mais nous... Je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez Ouais. accueilli le tournoi Mario Kart, donc peut-être demain du jeu vidéo. Mais c'est fort probable, hein, d'autant que les jeux vidéo de SF, il y en a de plein de manières différentes, Ouais. et il y en a surtout des jeux narratifs qui sont super intéressants et qui mériteraient d'être montrés sur grand écran et explicités par un commentateur, un youtubeur, un streamer, pour montrer au public qu'il y a une variété de jeux vidéo de SF français. Parce que ça, faut pas l'oublier non plus, Ça qui fait du pourrait bien. les intéresser. Et puis la bande dessinée aussi, qui nous tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui est souvent source d'inspiration pour les réalisateurs de films, et c'est important de montrer à notre public que quand on a vu un film qui nous plaît, on peut poursuivre l'expérience au travers de la bande dessinée, et on a un partenariat avec la librairie L'Octopus, qui viendra présenter des bandes dessinées de science-fiction à l'occasion d'une soirée projection entre 2001 et Starship Troopers. Ok, on ne peut pas dire tout le détail des animations, mais on a bien compris que c'est les 15 prochains jours, hein, du mercredi 1er au mercredi 15 février. Vous venez de parler de BD, on va voir des images d'une exposition qui est accueillie également à la BMI, l'exposition Phobos, à partir de l'œuvre de Victor Dickens. Allez, deux mots, Jérôme Nussbaum, Phobos, petite série qui cartonne. Je ne l'ai malheureusement pas lu. D'accord, mais vous suivez un peu la BD, j'imagine, quand même. Oui, c'est pas le média que je connais le mieux pour la science-fiction. Allez, Arnaud, mais- pardon. Mm. Arnaud, c'est Ouais, notre spécialiste BD plutôt. C'est vrai. Alors là, pour le coup, on a croisé deux genres. On a la science-fiction, mais en même temps le jeu de... les émissions de télé-réalité, voilà, où les spectateurs doivent voter pour le couple dans le vaisseau qui sera le plus emblématique, afin de financer une expérience. Six filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer. 6 Voilà. minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. C'est vrai que dit comme ça, bon, why not, mais on a plus l'habitude de voir ça à la télé. Ça cartonne. Oui, mais parce que c'est une belle porte d'entrée pour les jeunes. On va leur parler de quelque chose qu'ils ont vu à la télé, les émissions de télé-réalité, et on va le mettre dans un contexte de science-fiction. C'est plutôt une bonne accroche pour qu'ensuite, ils vont découvrir une intrigue qui est un peu plus technique, un peu plus scientifique, et qui va mettre en avant des problématiques auxquelles on ne penserait pas du tout quand on regarde La SF pure et dure. Oui, exactement. Non, c'est vraiment... Anaïs, on va voir quelques planches de cette expo donc, que vous accueillez à la BMI. Voilà, je répète, beau petit succès commercial, mais aussi succès critique, hein, parce que par rapport à ce que vient de dire Arnaud, voilà, les éditions Glénat vous proposent cette exposition.
Oui, exactement. Bah, en fait, Victor Dixon, c'est un habitué des Imaginales. Il a été coup de cœur des Imaginales. C'est en partenariat avec les Imaginales, Voilà. c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Donc on l'aime beaucoup sur Épinal, on le connaît bien. Et c'est vrai que les Imaginales avaient reçu cette exposition une année et ils nous la prêtent. On la ressort dans un autre contexte et je pense que ça va plaire au public qui emprunte beaucoup Victor Dixon. Alors, un petit mot sur Victor... Vous connaissez Victor Dixon ? Non, Arnaud Toussaint, un petit mot sur Victor Dixon. Juste parce qu'il y a une petite anecdote de sa bio qui est intéressante en termes d'auteur et puis en termes de propositions culturelles. Donc c'est l'auteur de plusieurs séries, mais Victor Dixon, j'arrive pas à le dire décidément, petite spécificité, quand il était enfant dans un parc d'attractions à Copenhague, donc il est monté dans un manège de montagne russe, un grand 8, et il a effectué plusieurs fois le tour complet, plutôt 14 fois le tour complet. Sujet à d'étranges insomnies depuis cet incident, il consacre l'essentiel de ses nuits à l'écriture. Est-ce qu'il faut être obligatoirement un petit peu perturbé ou torturé ou avoir souffert pour faire de la SF, Arnaud Toussaint? Bah non, mais du coup, on peut faire la même chose si on veut faire des auteurs de SF vosgiens, on les amène à Frépertuis et puis on bloque le manège. Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs. De toute façon, tous les auteurs utilisent un peu leur vie personnelle pour, et s'en imprègnent pour leurs œuvres. Et donc, voilà, Victor Dixon n'échappe pas à la règle. Après, ce qui est important dans son style, c'est qu'il sait s'adresser à un jeune public. Et ça, c'est important parce que parfois, quand on veut faire de la SF, on va tout de suite se mettre des ambitions et vouloir raconter des choses intéressantes. Mais si on ne le fait pas de une manière, on va dire, accessible, on peut dérouter les usagers. Et voilà. Alors, je prends un exemple, mais moi, 2001, quand je l'ai vu la première fois, alors j'ai rien compris. Bon, j'ai un peu mieux compris depuis, mais encore. Et ça aurait pu me dégoûter si j'avais pas eu l'envie de creuser un petit peu pour savoir de quoi ça cause. Certes. Là, les mycéliades, justement, c'est l'intérêt. C'est d'avoir des intervenants qui vont un petit peu décortiquer le film et le rendre un peu plus accessible pour faire une première porte d'entrée à la SF pour certains usagers. Les Mycéliades, tout un programme d'animation autour de la science-fiction au Ciné-Palace d'Épinal, à la BMI, avec des partenaires comme le Conservatoire, la Librairie l'Octopus, le magasin de jeux Les Lutins Malins, et j'en oublie peut-être, voilà, ça se passe du 1er février au 15 février, c'est une première en France. On n'a pas parlé d'un truc sympa, Food and Film, c'est évidemment une approche de la science-fiction par rapport à la nourriture, aux aliments, aux ingrédients, etc. Ça se passe le jeudi 9 février à 19h30, c'est à la BMI. Oui, à la BMI. Gros coup de cœur, allez-y. Allez-y, dîner, food and film sur la science-fiction. Allez, impossible de détailler tout le programme, mais je pense qu'on vous a donné une bonne petite mise en bouche. Merci à tous les trois de votre participation. À très bientôt sur le terrain. Merci à vous, votre attention, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.